Un chasseur a trouvé un pauvre petit garçon perdu dans la forêt. Il l'a emmené dans sa cabane, mais en voyant le collier que l'enfant portait, il a failli s'évanouir. Les bois entourant Chambéry étaient depuis toujours une enclave, d'ombre et de murmures, un territoire que peu osaient parcourir au-delà des sentiers balisés. Pour Pierre Morel, c'était chez lui. Isolé dans une vieille cabane de bois et de pierre aux abords des Alpes françaises, il avait choisi depuis longtemps le silence comme compagnon et la solitude comme abri. Ancien garde forestier devenu chasseur à son propre compte, Pierre vivait au rythme des saisons, traquant le gibier dans les recoins les plus reculés des montagnes. Ce soir-là, la pluie tombait en rideaux épais, frappant les feuilles comme des percussions de tambours lointains. Il avait traîné plus que d'habitude, son fusil suspendu à l'épaule, un lièvre accroché à sa ceinture. Alors qu'il descendait le sentier glissant menant à sa cabane, un bruit discret, presque étouffé, l'arrêta net. Un froissement entre les buissons, suivi d'un gémissement bref. Il posa instinctivement la main sur son fusil, les sens en alerte. Lentement, il écarta les branches humides et aperçut, recroquevillé contre un tronc moussu, un petit corps tremblant. C'était un garçon, peut-être 6 ou 7 ans, pas plus. Ses vêtements étaient trempés, couverts de boue, ses cheveux, collés au front, ruisselaient d'eau glacée. Ses yeux grands ouverts étaient un mélange d'épouvante et de vide, comme s'il ne voyait plus vraiment le monde autour de lui. Pierre s'agenouilla sans un mot. L'enfant ne recula pas, mais ne bougea pas non plus. Il semblait vidé de toute énergie. Pierre ôta son manteau et l'enroula autour des épaules frêles du garçon, qui ne protesta pas. Puis, avec une douceur qui contrastait avec son allure de montagnard buriné, il le souleva dans ses bras et se hâta de rentrer. La cabane n'était pas grande, mais suffisamment confortable. Un poêle ancien, une table en bois massif, 2 fauteuils usés et une chambre au fond qu'il n'ouvrait presque jamais. Il alluma le feu, réchauffa de l'eau dans une casserole et installa le garçon sur un vieux tapis devant les flammes. L'enfant restait muet, le regard figé vers les braises. Pierre, tout en séchant ses propres vêtements, observait le petit visage bouffi par le froid et la peur. Il n'osait pas poser de questions. L'enfant ne semblait pas en état de répondre. Il lui tendit une tasse d'eau tiède que l'enfant but à petites gorgées tremblantes. Ensuite, Pierre prépara un bouillon simple avec des légumes et un peu de viande salée. Le garçon mangea lentement, sans lever les yeux. Pierre remarqua alors quelque chose briller autour de son cou. Un collier. C'était un fin cordon de cuir au bout duquel pendait un pendentif en argent terni, en forme d'étoile. L'objet semblait ancien, gravé à la main, avec des motifs si délicats qu'on aurait dit des filigranes. Pierre s'approcha pour l'observer de plus près, mais l'enfant, comme par réflexe, posa sa petite main sur le bijou, le protégeant. Le silence retomba. Seuls les crépitements du feu et les rafales de vent contre les volets ponctuaient l'atmosphère pesante. Pierre sentait en lui une tension étrange, comme si ce collier éveillait un souvenir enfoui, quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à saisir. Quand le garçon eut terminé sa soupe, Pierre l'installa dans son propre lit, tirant une couverture épaisse jusqu'à son menton. Le petit ne protesta toujours pas. Il semblait prêt à s'éteindre, comme une bougie à bout de cire. Pierre resta un moment à l'observer. Il voulait comprendre, mais surtout, il voulait protéger. Avant d'éteindre la lumière, il jeta un dernier regard à l'enfant. Une pensée étrange lui traversa l'esprit. Et si ce n'était pas un hasard? Et si cet enfant n'était pas simplement perdu, mais venu à lui pour une raison précise? La pluie continua de tomber toute la nuit. Dans les ténèbres, la forêt semblait retenir son souffle. À l'aube, les nuages s'étaient dissipés, ne laissant dans le ciel qu'un voile laiteux et des arbres encore ruisselants de pluie. Pierre se réveilla avec un poids au creux du ventre, ce genre de sensation sourde qui ne vous quitte pas. Il se leva sans bruit, jeta un coup d'œil vers le lit où dormait encore le garçon, puis se rendit à la cuisine pour faire chauffer un peu de café noir. Alors qu'il broyait les grains dans le vieux moulin manuel, ses pensées tournaient en boucle. L'enfant n'avait toujours pas parlé. Pas un mot, pas un pleur. Rien que ce regard fixe et cette étrange passivité. Il revint près du lit, une tasse de café fumant à la main. Le garçon s'éveillait doucement, les yeux rougis mais plus lucides que la veille. Pierre s'accroupit à côté de lui. « Tu t'appelles comment, petit ?» demanda-t-il doucement. L'enfant ouvrit la bouche, mais seul un souffle en sortit. Il semblait chercher ses mots ou peut-être sa voix. Pierre attendit, mais aucune réponse ne vint. Il se leva,
attrapa une bassine d'eau tiède, un linge propre, et commença à nettoyer le visage du garçon, retirant la boue séchée et la crasse accumulée. C'est en retirant une tache sombre sur le cou de l'enfant qu'il vit de nouveau le pendentif. Cette fois, il le prit délicatement entre ses doigts, soulevant la petite étoile d'argent pour mieux l'examiner. Le garçon ne protesta pas. La lumière du matin révélait les détails gravés dans le métal. Des lignes fines et sinueuses, presque invisibles, et au centre de l'étoile, une petite pierre bleue incrustée. Mais ce n'était pas ça qui glaça le sang de Pierre. C'était le bijou lui-même. Il le connaissait. Il y avait 25 ans, ce collier pendait au cou d'Héloïse, sa sœur cadette. Elle le portait tous les jours, comme un talisman, un secret précieux. Il le lui avait offert pour ses 14 ans, après l'avoir trouvé chez un artisan de Chambéry. À l'époque, elle avait juré ne jamais le retirer. Et puis, elle avait disparu. Un matin, sans prévenir, sans adieu, disparue, comme une feuille, emportée par le vent, ne laissant derrière elle que le silence et le vide. Pierre recula d'un pas, la main tremblante. Le collier lui échappa des doigts et la petite étoile heurta la table dans un tintement sec. La tasse de café tomba à son tour, se brisa au sol, éclaboussant le bois sombre de gouttes brûlantes. Le garçon sursauta, les yeux écarquillés, tandis que Pierre restait figé, livide, comme s'il venait de voir un fantôme. Il se laissa tomber sur la chaise la plus proche, son regard fixé sur le bijou, désormais posé entre les éclats de porcelaine. C'était impossible. Et pourtant, il n'y avait aucun doute. C'était bien le collier d'Héloïse, le même motif, la même pierre, la même étoile imparfaite. Comment ce garçon, visiblement sans lien avec lui, pouvait-il le porter? Où l'avait-il trouvé? Ou qui le lui avait donné? La logique s'échappait, laissait place à un vertige profond, une sensation d'irréalité. Pierre leva les yeux vers l'enfant, qui le fixait à présent d'un air presque suppliant. Était-il possible que ce garçon soit lié à sa sœur? Était-il le témoin d'un secret trop longtemps enfoui? Ou était-ce simplement un hasard cruel, un bijou perdu, ramassé, transmis sans intention? Mais Pierre n'était pas homme à croire aux coïncidences. Il se leva, rassembla les morceaux de la tasse, nettoya le sol, puis revint vers l'enfant. Il lui prit doucement la main. « Ce collier, qui te l'a donné ?» demanda-t-il d'une voix plus douce. Le garçon baissa les yeux. Ses lèvres bougèrent à peine, puis se refermèrent. Il secoua la tête très légèrement, incapable de répondre ou refusant de le faire. Pierre ne chercha pas à insister. Il se contenta de garder le bijou à la main, le regardant longuement, comme pour y lire des réponses que le silence refusait de livrer. Ce n'était plus seulement une question de hasard ou de pitié. Il se passait quelque chose, et Pierre savait qu'il devait comprendre. Il devait savoir, parce que ce collier n'était pas n'importe quel souvenir. Il était le symbole d'une promesse brisée, d'un passé qu'on croyait révolu, et peut-être d'un lien encore vivant. Le reste de la matinée s'écoula dans une tension sourde. Pierre s'était réfugié dans le silence, assis près de la fenêtre, le regard perdu dans la brume matinale qui s'élevait des arbres. Le garçon, toujours muet, restait assis sur une chaise près du feu, les mains jointes entre ses genoux. Il mangeait lentement une tartine de pain avec du fromage, mais ses yeux, eux, semblaient chercher quelque chose dans l'espace, comme s'il scrutait des souvenirs trop lourds à porter. Pierre ne cessait de jeter un coup d'œil au collier, posé sur la table devant lui. Il l'avait nettoyé avec un chiffon doux, révélant l'éclat ancien de l'argent et les délicates gravures qu'il connaissait trop bien. Ce bijou appartenait à Héloïse, il n'en doutait plus, mais il n'arrivait pas à assembler les pièces du puzzle. Qui était cet enfant? D'où venait-il? Et surtout, pourquoi portait-il ce pendentif, disparu depuis un quart de siècle avec sa sœur? Il se leva brusquement, poussé par une urgence intérieure. Il devait comprendre. Il s'approcha de l'enfant, s'accroupit pour être à sa hauteur et le regarda dans les yeux. « Écoute, petit, je ne veux pas te faire peur, mais j'ai besoin de savoir. Ce collier, il appartenait à quelqu'un que j'aimais beaucoup, quelqu'un qui a disparu depuis longtemps. Est-ce que tu sais ce que signifie cette étoile? Est-ce que tu sais qui était Héloïse ?» À la mention du nom, le garçon sursauta. Ce n'était pas un réflexe physique, mais un écho profond, un mot qui résonnait en lui. Il ouvrit la bouche, lentement, puis la referma. Pierre sentit une boule dans sa gorge. « Tu l'as entendu? Quelque part ?» demanda-t-il à voix basse. Le garçon hocha la tête, presque imperceptiblement. Puis,
Dans un souffle presque inaudible, il murmura un seul mot. « Héloïse ?» Pierre recula d'un pas comme si ce nom prononcé par la voix fragile du garçon avait déclenché une détonation. Il sentit son cœur battre plus fort. Ce n'était pas une hallucination. L'enfant venait de dire le prénom de sa sœur. « Où as-tu entendu ce nom ?» répéta-t-il plus fermement. Mais le garçon baissa la tête, comme épuisé par l'effort d'avoir parlé. Il resta ainsi mutique, le visage caché derrière ses cheveux. Pierre n'insista pas. Il comprit que le moment était passé. Il se dirigea vers une vieille armoire en bois au fond de la pièce qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. Il en sortit une grande boîte en carton couverte de poussière et de toiles d'araignée. Il la posa sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, des photographies, des lettres, des carnets et une petite peluche en forme de cerf usée par le temps. Pierre fouilla dans les papiers à la recherche de quelque chose, un indice, une trace. Il trouva une photo d'Héloïse adolescente, portant le collier. Il la montra au garçon. « Tu l'as vue? Est-ce qu'elle t'a parlé ?» Le garçon leva les yeux, regarda la photo. Il tendit lentement la main, caressa du bout des doigts le visage sur l'image. Puis il ferma les yeux. Aucun mot ne sortit, mais dans ce geste muet, Pierre lut quelque chose de plus fort que les paroles, une reconnaissance, une connexion. Pierre sentit ses jambes faiblir. Il s'assit lourdement, tenant toujours la photo entre ses doigts tremblants. Quelque chose de bien plus profond se dessinait ici, une vérité enfouie sous des années d'ignorance et de douleur. Il passa le reste de la journée à fouiller la boîte, relisant de vieilles lettres d'Héloïse, des extraits de son journal d'adolescente, des cartes postales envoyées de vacances. Rien n'expliquait ce qui avait pu lui arriver. Rien ne préparait à la présence de ce garçon. À la tombée de la nuit, il alluma une bougie dans la chambre qu'il n'avait pas ouverte depuis 25 ans, celle de sa sœur. Tout y était resté figé dans le temps. Les livres sur l'étagère, les rideaux en dentelle, les dessins accrochés au mur, l'odeur même semblait appartenir à une époque disparue. Il resta longtemps dans cette pièce, assis sur le lit, tenant le collier entre ses doigts. En sortant, il s'approcha du garçon et pour la première fois, s'agenouilla à sa hauteur, non pas pour poser des questions, mais pour faire une promesse. « Je vais découvrir qui tu es. Et je vais découvrir ce qui est arrivé à Héloïse. Tu n'es pas venu ici par hasard. » Le garçon leva les yeux vers lui. Il n'avait pas besoin de parler. Dans ce regard, Pierre vit naître une étincelle. Le lendemain matin, la lumière perçait à travers les arbres comme des lames d'or sur un monde encore incertain. Pierre, peu habitué aux responsabilités d'un adulte envers un enfant, se leva avec une résolution nouvelle. Il devait découvrir l'identité de ce garçon. Le lien avec Héloïse ne pouvait plus être ignoré. Le nom murmuré, le collier, le regard posé sur la photographie, tout pointait vers une histoire enfouie qui remontait à la surface. Il fallait sortir de la forêt, confronter le monde extérieur et poser les bonnes questions. Après avoir préparé un sac léger, il aida le garçon à s'habiller. Les vêtements d'Héloïse, retrouvés dans une vieille malle, convenaient à peu près. Ils descendirent à pied jusqu'à la route principale où Pierre gardait un vieux pick-up, sous une bâche. Le moteur toussa, hésita puis se mit en marche. Direction la ville voisine, à quelques kilomètres de là. Arrivé à l'école communale, une bâtisse austère à la façade grise, Pierre se présenta à l'accueil, le garçon à ses côtés. Il improvisa une histoire. Il était l'oncle du petit, temporairement en charge de lui, et cherchait à vérifier d'anciens dossiers scolaires pour régulariser sa situation. La secrétaire, un peu méfiante mais compatissante, accepta de les faire attendre pendant qu'elle appelait la directrice. Quelques minutes plus tard, une femme d'âge mûr, cheveux courts et regard perçant, les accueillit dans son bureau. Elle s'appelait Madame Garnier. Pierre expliqua de nouveau, tentant de rester vague mais crédible. « Il a été retrouvé près de chez moi », expliqua-t-il. « Il ne parle presque pas. Je pense qu'il est traumatisé. Je cherche à savoir qui il est, s'il est inscrit ici ou si quelqu'un le cherche. » Madame Garnier observa l'enfant avec une attention soudaine. Elle fronça les sourcils, se leva de son fauteuil et s'approcha. Cet enfant... Attendez, une seconde. Elle sortit de la pièce, revint quelques minutes plus tard avec un dossier entre les mains. Elle le feuilleta rapidement, puis montra une fiche à Pierre. Une photo y était agrafée. Le même regard, la même expression sérieuse. « Il s'appelle Léo », dit-elle doucement. « Léo Marchand. Il a été inscrit ici il y a plusieurs mois. Un garçon discret, très doux.
Il a disparu lors d'une sortie scolaire en forêt. Toute la commune a participé aux recherches. Les pompiers, la gendarmerie, des bénévoles. On a fouillé chaque sentier, chaque ruisseau, chaque clairière. Et on ne l'a jamais retrouvé. Pierre sentit une chaleur glaciale lui parcourir l'échine. « Disparu depuis combien de temps ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Presque 4 mois, répondit-elle. Il était avec un petit groupe. À un moment, il s'est éloigné. Personne ne l'a vu partir. Comme s'il s'était évaporé. » Pierre tourna les yeux vers Léo, assis tranquillement sur une chaise à côté de la porte. 4 mois. Et il n'était ni blessé, ni famélique, ni sale. Du moins pas plus que ce qu'un jour de pluie pouvait expliquer. Comment avait-il survécu? Où était-il pendant tout ce temps? On n'a jamais eu de réponse, poursuivit Madame Garnier, et pas de traces. Sa grand-mère, qui avait la garde, a été dévastée. La police a fini par classer l'affaire comme une disparition inexpliquée. Elle s'arrêta, scrutant Pierre. « Comment l'avez-vous trouvé ?» Il hésita un instant, dans les bois. « Hier. Il était seul, comme s'il m'attendait. » Madame Garnier soupira, secoua la tête. « Il faut prévenir la gendarmerie, la famille. Vous comprenez que c'est une affaire sérieuse ? Je comprends. Mais laissez-moi un peu de temps, juste quelques jours. Il est encore très fragile. » Elle sembla hésiter. Finalement, elle acquiesça. « Très bien. Mais ne tardez pas, et soyez prudent. Ce garçon a vécu quelque chose de terrible. Il faudra du temps pour le réparer. » Sur le chemin du retour, Pierre jetait des coups d'œil fréquents vers Léo, qui regardait la forêt défiler à travers la vitre. 4 mois, et cet enfant apparaissait chez lui, portant le collier de sa sœur disparue depuis 25 ans. Le mystère s'épaississait, mais une chose devenait de plus en plus claire. Le retour de Léo n'était pas un accident. De retour à la cabane, Pierre ne pouvait détacher ses pensées de ce qu'il venait d'apprendre. Léo, marchand, disparu depuis 4 mois, porté disparu lors d'une simple excursion scolaire, comme englouti par la forêt, et réapparu, sans explication, presque indemne, à quelques pas de sa porte. Cette seule idée suffisait à le troubler. Mais ce qui le hantait le plus, c'était le collier. Ce soir-là, après avoir installé Léo avec une couverture près du feu et lui avoir servi un peu de soupe, Pierre attendit que le garçon s'endorme. Il sortit alors le pendentif de sa poche et le plaça sous la lampe à pétrole posée sur la table. Il l'observa longuement. Il connaissait chaque courbe de cette étoile, chaque rayon légèrement dissymétrique, chaque marque d'usure. Mais un détail lui avait toujours échappé. Avec un petit canif, il gratta doucement la fine couche d'oxydation au dos du médaillon. Lentement, des lettres gravées réapparurent, usées mais encore lisibles, EME pour toujours. Son cœur s'arrêta un instant. E.M. Héloïse Morel, c'était bien son collier. Il n'y avait plus aucun doute. La gravure discrète semblait presque une prière, une promesse éternelle, et ce pour toujours, c'était peut-être ce qui l'avait ramené jusqu'à lui, à travers les années et les mystères. Mais ce que Pierre ne comprenait pas, c'était pourquoi Léo le portait. Qui lui avait donné et dans quelles circonstances? Il reposa le collier avec soin dans une boîte en bois qu'il enferma dans un tiroir. Le lendemain, déterminé à faire la lumière sur cette énigme, il prit contact avec les rares voisins qui avaient connu sa famille autrefois. Il se rendit à une petite ferme à flanc de montagne où vivaient encore les Delma, des gens âgés, amis de ses parents. Il fut accueilli par Émile, un vieil homme à la voix rauque qui se souvenait parfaitement d'Héloïse. « Tu sais, Pierre, ta sœur était une fille à part, très douce, mais avec une force intérieure incroyable. On savait qu'elle portait un secret. »« Quel genre de secret ?» demanda Pierre, tendu. Elle disparaissait parfois pendant des journées entières. On la voyait monter dans les hauteurs, toujours seule. Elle revenait le soir, les yeux brillants, comme si elle vivait une autre vie là-haut. Et puis, un jour, plus rien. Elle s'est volatilisée. Ta mère n'a jamais voulu en parler. Elle a interdit à tout le monde de poser des questions. Pierre sentit une colère sourde remonter en lui. Tout avait été enterré, étouffé. Il avait obéi, accepté le silence, familial, croyant qu'il fallait oublier. Mais ce silence avait un prix, et il le découvrait maintenant, à travers les yeux d'un enfant perdu. Il poursuivit sa tournée, interrogeant d'autres anciens voisins. Tous semblaient gênés, fuyants. Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé, ou bien personne ne voulait le dire. De retour à la cabane, il trouva Léo assis sur le seuil, regardant fixement les arbres.
« Tu penses à elle ?» demanda Pierre, s'asseyant à côté de lui. Léo ne répondit pas, mais au bout de quelques secondes, il tourna la tête vers lui et souffla. « Le collier protège. » Pierre sentit un frisson le traverser. « Qui te l'a dit? Héloïse ?» Léo hocha la tête. « Elle m'a dit que si j'avais peur, je devais le garder sur moi. Toujours. » Le silence qui suivit était lourd. Pierre comprenait qu'il n'obtiendrait pas plus pour le moment. Mais cette simple phrase confirmait tout. Héloïse avait connu Léo. Elle lui avait donné le collier, ce qui signifiait qu'elle n'était peut-être pas morte quand tout le monde l'avait cru disparue. Elle avait vécu quelque part. Et elle avait eu un lien avec cet enfant. Restait une question. Quel lien exactement? Pierre savait que les réponses ne viendraient pas de cette montagne, ni des vieux voisins. Il fallait chercher ailleurs, dans le passé d'Héloïse, dans ce qu'elle avait voulu cacher à tous. Et s'il y avait une trace de cette vérité, elle ne pouvait être qu'à un seul endroit, dans sa chambre, restée intacte depuis 25 ans. La chambre d'Héloïse avait toujours été un sanctuaire figé dans le temps. Depuis sa disparition, personne n'y avait touché. Même leurs parents, avant leur propre départ, avaient respecté ce silence. Pierre n'y entrait jamais. Il gardait cette pièce comme on garde un souvenir trop douloureux à ouvrir. Mais désormais, il n'avait plus le choix. Quelque chose y dormait encore. Et peut-être enfin une vérité. Ce soir-là, après avoir couché Léo, Pierre monta lentement les marches grinçantes qui menaient à l'étage. Il ouvrit la porte en bois avec précaution. L'air avait une odeur ancienne de papier jauni, de fleurs séchées et de poussière. La lumière de la lampe que Pierre tenait révélait les contours familiers. Le lit à barreaux blancs, la coiffeuse avec son petit miroir ovale, les livres soigneusement rangés sur l'étagère. Tout semblait intact, mais il savait que la surface trompait. Il commença par fouiller les tiroirs, les boîtes, les cahiers d'école, des lettres d'adolescentes, des dessins, des cartes postales, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Mais Pierre connaissait sa sœur. Elle avait toujours été plus profonde qu'elle ne le montrait. Il s'agenouilla près du lit, tapota le sol. Les lattes de bois craquaient légèrement. Puis, dans un coin, il remarqua une irrégularité. Il retira un tapis usé, écarta une latte branlante et trouva une cachette. Dans cette cachette, un vieux carnet à la couverture de cuir brun, usé sur les bords. Un ruban bleu dépassait entre les pages. Pierre sentit son cœur s'accélérer. Il s'assit sur le lit et ouvrit doucement le journal. L'écriture était bien celle d'Héloïse, ronde, précise, avec de petites boucles élégantes sur les cailles et les G. Il commença à lire. Les premières pages parlaient de la vie quotidienne, l'école, les rêves, les amis, les frustrations. Adolescente. Puis peu à peu un nom revenait. Antoine. Toujours écrit avec tendresse. Aujourd'hui, Antoine m'a attendu derrière la bibliothèque, écrivait-elle. On a marché jusqu'au lac. Il me comprend. Avec lui, je peux être moi-même. Au fil des pages, la relation prenait de la profondeur. Héloïse décrivait un amour caché, passionné, interdit. Antoine venait d'une famille que les Morel n'appréciaient pas. Trop simple, disait-on, pas assez convenable. Alors elle se taisait. Elle vivait son amour dans le secret, entre les arbres et les sentiers. Puis venait l'aveu. « Je suis enceinte », écrivait-elle, la plume tremblante. « Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux le dire à personne. Pas à papa, pas à maman. Il me renverrait. Mais Antoine, il m'a promis qu'on trouverait une solution. » Les pages suivantes devenaient plus sombres. Des mots raturés, des phrases incomplètes et une date entourée de rouge. 4. Juin 5. Si quelque chose m'arrive, le collier doit le protéger. Il doit être avec elle. Ce passage, répété 2 fois, obsédait Pierre. Qui était ce « elle » ? Et pourquoi ce collier, cet objet si intime, devait-il passer à lui? Il lut une dernière page plus ancienne écrite à la hâte. Elle semblait décousue, presque désespérée. « Je sens que je vais disparaître. Ils ne veulent pas que je garde l'enfant. Ils disent nous qu'il vaut mieux oublier. Mais je ne peux pas. Pas lui. Il est à moi, à nous. S'ils me font partir, je reviendrai, d'une manière ou d'une autre. » Pierre referma le journal lentement. Ses mains tremblaient. Il n'avait plus de doute. Héloïse n'était pas partie de son plein gré. Quelque chose ou quelqu'un l'avait forcée à s'éloigner. Et elle avait laissé derrière elle un fils,
un fils qu'elle avait voulu protéger, un fils à qui elle avait transmis ce collier comme ultime lien. Léo. Le prénom prenait un nouveau sens. Elle pour Léo, le protecteur du secret, l'enfant, caché, son neveu. Pierre resta là dans la pénombre, tenant le journal contre lui. La forêt, cette entité muette et omniprésente, avait été témoin de tout, et elle lui avait ramené l'enfant, peut-être pour qu'il accomplisse ce que le silence avait brisé. L'aube était grise, silencieuse, presque figée, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Pierre ne dormit pas cette nuit-là. Il relisait encore et encore les passages du journal, s'imprégnant des mots de sa sœur, comme pour retrouver sa voix. Une décision s'était formée en lui, claire, irrévocable. Il devait trouver Antoine. Cet homme qui avait tant compté pour Héloïse, qui avait promis de l'aider. Peut-être détenait-il les dernières pièces du puzzle. Une phrase du journal le guidait. Antoine est de Saint-Pierre d'Albigny. Ce nom résonnait en lui. Une petite commune, à peine à 1 heure de route. Pierre connaissait les alentours, mais n'y avait jamais mis les pieds. Ce matin-là, après un petit déjeuner silencieux, il installa Léo dans la voiture avec une couverture et un sac de provisions. Le garçon ne posa aucune question. Il semblait comprendre que quelque chose d'important se préparait. Le trajet se fit sans musique, sans parole. La route serpentait à travers les montagnes, traversant des vallées brumeuses et des villages endormis. À l'approche de Saint-Pierre d'Albigny, Pierre sentit une tension nouvelle. C'était comme pénétrer dans une mémoire étrangère, un territoire dont il ne connaissait que les ombres. Arrivé au centre du village, il s'arrêta devant la mairie, un bâtiment simple flanqué d'un petit jardin. Il laissa Léo, dans la voiture, bien à l'abri, puis entra seul. À l'accueil, il expliqua qu'il cherchait des informations sur une ancienne famille, peut-être un Antoine ayant vécu là il y a plus de 20 ans. La secrétaire, une femme aux cheveux gris tirés en chignon, consulta un registre poussiéreux. Des Antoine, il y en a eu plusieurs. Mais si vous cherchez celui dont le père tenait la scierie, alors vous devriez parler à Marianne. Elle vit encore ici. C'était sa mère. L'adresse notée sur un bout de papier, Pierre reprit la voiture, monta une petite route sinueuse bordée de châtaigniers, jusqu'à une maison isolée aux volets bleus délavés. Une femme âgée, assise sur une chaise en osier, tricotait sur la terrasse. Elle leva les yeux à leur arrivée comme si elle les attendait depuis longtemps. « Vous êtes Morel, dit-elle avant même qu'il ne parle, le frère d'Héloïse. » Pierre sentit son cœur se serrer. « Comment savez-vous » Elle sourit tristement. « Parce que vous avez les mêmes yeux, elle est venue ici, souvent, jusqu'à ce qu'il la fasse disparaître. » Il s'assit à côté d'elle. Léo, resté près de la voiture, jouait avec des cailloux à portée de voix. Marianne continua d'une voix lente mais ferme. « Mon fils Antoine l'aimait, plus que tout, mais notre famille n'a pas accepté. Trop de peur, trop de silence. Quand elle est tombée enceinte, ils l'ont envoyée loin comme si elle était une honte. Moi, je n'étais qu'une mère, on ne m'écoutait pas. Je ne savais même pas où ils l'avaient envoyée. Puis un jour, elle est revenue avec un bébé. Elle m'a supplié de le garder quelque temps. Juste le temps de trouver une solution. Je n'ai pas su dire non. » « Et ensuite ?» demanda Pierre, la voix rauque. « Ensuite, elle est repartie, et je ne l'ai plus jamais revue. Elle m'a laissé une lettre me demandant de protéger l'enfant. Elle disait qu'il s'appelait Léo, que c'était tout ce qui lui restait, d'Antoine. » Pierre sentit une pression immense dans sa poitrine. Tout s'emboîtait. Ce garçon, ce silence, ce collier. Léo était bien le fils d'Héloïse, son neveu, le sang de son sang. « Vous l'avez élevé ?»« Non, pas vraiment. Je l'ai confié à ma fille, qui vit plus bas dans la vallée. Elle n'a jamais su la vérité. Elle pensait que c'était un orphelin recueilli, et quand Léo a grandi, elle l'a inscrit à l'école comme si de rien n'était. Je passais le voir, je lui racontais des histoires, je lui disais qu'un jour il comprendrait. Mais il a disparu avant que je puisse lui dire. » Elle baissa les yeux. Une larme roula sur sa joue. J'ai cru l'avoir perdu pour toujours. Pierre se leva lentement, alla chercher Léo. Il le prit par la main et l'amena devant Marianne. Elle le regarda longtemps, puis lui murmura « Te voilà revenu, mon petit. Le collier t'a guidé jusqu'à lui, jusqu'à ton oncle. » Léo la regarda sans comprendre, mais avec une douceur nouvelle. Il se rapprocha, posa sa tête contre le genou de la vieille femme. Pierre comprit alors que le destin avait tracé un chemin invisible,
et que la forêt, loin de les séparer, avait servi de pont entre les mondes perdus. Le vent avait changé, soufflant à travers les branches comme une voix ancienne. Pierre et Léo passèrent la nuit chez Marianne, dans cette maison de pierres et de souvenirs. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, et dans le silence, du salon, la vieille femme raconta enfin tout ce qu'elle n'avait jamais dit. Marianne, les mains jointes sur ses genoux, fixait la flamme comme si elle y lisait les ombres du passé. Quand Héloïse est revenue ici, avec l'enfant dans les bras, elle n'était plus la jeune fille d'autrefois. Quelque chose en elle s'était brisé. Mais en même temps, elle dégageait une force, une détermination que je n'avais jamais vue. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je ne peux pas le garder. Pas maintenant. Il est en danger. Vous seul pouvez le protéger. » Pierre, assis en face d'elle, écoutait sans l'interrompre. Léo s'était endormi sur le vieux canapé, la tête posée sur un coussin tricoté à la main. « J'ai dit oui, » continua Marianne. « Bien sûr que j'ai dit oui. » Je voyais dans ses yeux que c'était sa dernière chance. Et puis, je savais que c'était aussi le fils de mon Antoine. Elle ne l'a pas dit clairement, mais je n'avais aucun doute. Elle marqua une pause, soupira. Mon fils était déjà mort à ce moment-là. Un accident stupide à la Syrie. Elle l'ignorait encore. Je ne pouvais pas lui briser le cœur une deuxième fois. Alors je lui ai menti. Je lui ai dit que tout irait bien, que je veillerais sur Léo. Et elle est partie. Pierre sentit ses poings se serrer. Où est-elle allée ensuite? Je ne sais pas, répondit Marianne avec tristesse. Elle a dit qu'elle devait effacer les traces, qu'elle reviendrait bientôt. Elle n'est jamais revenue. J'ai attendu, j'ai espéré. Et un jour j'ai compris qu'elle ne reviendrait plus. Pierre se leva, fit les 100 pas dans la pièce. Et vous n'avez jamais rien dit? À personne? Non, par peur, par lâcheté. Et parce que je m'étais attaché à lui. À Léo, il m'appelait mamie. Il croyait que j'étais sa vraie famille. Quand ma fille Cécile l'a pris chez elle, je l'ai laissé croire qu'il était un enfant abandonné, un de ces petits perdus dont personne ne veut. Elle l'a aimé comme le sien. Et moi, je venais le voir en cachette, je lui chantais les chansons qu'Héloïse aimait. Pierre s'arrêta devant elle. Et maintenant? Elle le regarda avec une intensité nouvelle. Maintenant, il est avec vous. Là où il devait être depuis le début. Je le sens, vous avez le même regard, la même façon de vous tenir. Il est à vous, Pierre. Il vous reconnaît, même s'il ne comprend pas encore. Pierre retourna s'asseoir, le regard sombre. Il a disparu pendant 4 mois. Comment est-ce possible? Il n'aurait pas survécu seul dans la forêt. Marianne hocha lentement la tête. Il n'était pas seul. Pierre la fixa, surpris. Que voulez-vous dire? Je ne peux pas l'expliquer, mais je crois que l'esprit d'Héloïse l'a protégé. Son amour, sa promesse. Tu l'as lu dans son journal, non? Le collier doit le protéger. Il l'a fait. Un silence long s'installa. Pierre regarda Léo dormir, paisible, comme s'il se savait enfin en sécurité. Il se leva, s'approcha de lui et passa la main sur ses cheveux. Une chaleur douce l'envahit. Il n'était plus seulement le chasseur solitaire, il devenait un oncle, un gardien. « Je vais le ramener avec moi », dit-il à voix basse. « Mais cette fois, je vais tout faire dans les règles. Tu comptes réclamer sa garde? Oui, je vais me battre. Pour lui, pour Héloïse. » Marianne sourit, une larme au coin de l'œil. « Alors vous êtes prêts, et il est temps que le monde sache la vérité. » Le lendemain matin, alors que la brume s'élevait sur les montagnes, Pierre et Léo quittèrent la maison. Marianne les salua longuement depuis le perron, sa silhouette se découpant dans la lumière pâle. Sur le chemin, du retour, Léo, encore somnolent, dit soudain « Elle m'a dit que tu viendrais. » Pierre tourna la tête. « Qui ? Maman. » Pierre ne répondit pas. Il comprit que les liens invisibles, plus forts que la mort et le temps, les avaient enfin réunis. La route de retour fut longue, non pas à cause des kilomètres, mais en raison du poids des révélations qui accompagnaient chaque virage de la montagne. Pierre, silencieux au volant, jetait parfois un regard vers Léo qui fixait le paysage comme s'il cherchait à reconnaître des fragments d'un rêve. Quelque chose en lui avait changé depuis la visite chez Marianne. Son regard semblait plus apaisé, sa posture plus confiante. Il ne tremblait plus en entendant son nom. Il ne fuyait plus les regards. Il renaissait doucement. À leur arrivée, la cabane dans les bois n'avait pas changé, mais Pierre la vit différemment. Elle n'était plus un refuge d'oubli, mais un point d'ancrage. Un lieu de mémoire et désormais de recommencement.
Ils déposèrent leurs affaires, allumèrent un feu, préparèrent un repas simple. Pierre se surprit à sourire en voyant Léo manger avec appétit. Un mois plus tôt, l'enfant ne parlait pas. Aujourd'hui, il demandait une autre tranche de pain. Après le repas, Pierre retourna dans la chambre d'Héloïse. Le journal posé sur le lit semblait l'attendre. Il le feuilleta à nouveau, plus lentement. Et c'est là, au fond de la couverture, dissimulé dans une fente presque invisible, qu'il découvrit une enveloppe pliée. Jaunie, fragile, avec son nom écrit à la main, « Pour Pierre, si jamais je ne reviens pas ». Les doigts de Pierre tremblaient en dépliant le papier. « Pierre, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Mais je t'en prie, ne sois pas en colère. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. J'ai aimé Antoine, plus que je n'aurais jamais cru possible. Notre fils, je l'ai appelé Léo, comme le lion, parce que je voulais qu'il soit fort. J'ai tout fait pour le protéger, même en disparaissant. Je t'ai confié ce collier pour une raison. Il est lié à lui. Il le ramènera à toi. Un jour, tu comprendras. Et ce jour-là, je te supplie de faire ce que moi je n'ai pas pu faire. Rester, aimer, protéger. Il est à toi maintenant. Il est ton neveu, ton sang. Merci. Pour lui. Pour moi. » Pierre relut la lettre plusieurs fois. Les mots d'Héloïse le traversaient comme des coups. Il sentit un mélange de douleur, de gratitude et de promesses muettes. Il descendit les escaliers avec l'enveloppe à la main. Léo était assis près du feu, dessinant sur un vieux carnet avec des crayons de couleur retrouvés dans une boîte. Pierre s'agenouilla à côté de lui. « Léo, j'ai quelque chose pour toi. C'est une lettre de ta maman. Elle me l'a laissée au cas où elle ne reviendrait pas. » Léo releva les yeux. Il ne dit rien mais tendit doucement la main. Pierre hésita un instant, puis lui donna l'enveloppe. Léo ne l'ouvrit pas. Il la serra simplement contre sa poitrine. Le reste de la soirée se déroula dans un silence apaisé, comme si un poids avait été levé, comme si enfin la vérité avait trouvé son chemin. Le lendemain, Pierre entreprit les démarches administratives. Il alla jusqu'à Chambéry, consulta un avocat, expliqua la situation. Les preuves étaient là, le journal, la lettre, les photos, les témoignages. Tout pointait vers une seule réalité. Léo était le fils d'Héloïse Morel, disparu dans des circonstances tragiques, et Pierre, son oncle direct, en était le seul parent connu. Il prépara un dossier, rassembla les pièces et déposa une demande officielle pour obtenir la garde légale de Léo. Le greffier du tribunal, en feuilletant les documents, leva les yeux vers Pierre. « Ce que vous racontez est peu commun, dit-il, mais profondément humain. La juge voudra entendre votre histoire, préparez-vous. » En rentrant, Pierre trouva Léo endormi sur le fauteuil. Il le porta jusqu'à sa chambre, la même où Héloïse dormait autrefois. Il l'avait nettoyée, réorganisée, sans en effacer l'âme. Sur la commode, il avait posé une photo d'elle, souriante, tenant un livre contre elle. Avant d'éteindre la lumière, Pierre regarda son neveu dormir. Il se pencha, caressa ses cheveux et murmura « Je vais te protéger, comme elle me l'a demandé. Tu n'es plus seul. » La forêt, de l'autre côté de la vitre, semblait les écouter. Elle ne gardait plus seulement les secrets. Elle devenait désormais la gardienne des promesses. Le ciel au-dessus de Chambéry était d'un gris uniforme, comme suspendu dans une attente silencieuse. Dans les couloirs du tribunal de la ville, Pierre se tenait droit, une chemise propre repassée, les traits tirés par la tension mais déterminés. À ses côtés, Léo serrait sa main. Il portait un pantalon trop grand et une veste que Pierre avait raccommodée la veille, mais dans son regard brillait une sérénité nouvelle, celle d'un enfant qui sait enfin où il appartient. Dans la salle d'audience, la juge Madeleine, Verrier, une femme d'âge mûr au regard calme mais perçant, consultait les documents apportés par l'avocat de Pierre. Le dossier était complet. Extrait du journal intime d'Héloïse, lettres manuscrites, photographies, acte de naissance partiellement rempli retrouvé dans les archives de la mairie de Saint-Pierre d'Albigny, attestation de Marianne, ancienne. Voisine et témoin clé. Pierre raconta toute l'histoire, sans emphase, sans détour. Il parla de la nuit où il avait trouvé Léo, de son silence, du collier, des découvertes successives, du passé d'Héloïse et de sa disparition. Il parla aussi de ce qu'il avait ressenti, en retrouvant ce lien qu'il croyait à jamais perdu. « Votre honneur, dit-il. Ce garçon n'a plus personne. Sa mère l'a confié à moi dans ses derniers écrits. Elle m'a laissé une mission. Et aujourd'hui, je suis prête à l'assumer. Pas seulement légalement, mais pleinement, il est de ma famille.
La juge Verrier l'observait avec attention, puis elle se tourna vers Léo. « Et toi, jeune homme, tu comprends pourquoi tu es ici ?» Léo hocha doucement la tête. Il ne parlait pas beaucoup encore, mais ses yeux disaient l'essentiel. Il regarda Pierre puis la juge et dit d'une voix à peine audible « Il est mon oncle, et je veux rester avec lui. » Un silence se fit dans la salle. La juge referma le dossier, croisa les mains sur son bureau. Ce tribunal prend très au sérieux les demandes de garde, mais les documents que vous avez présentés ainsi que les témoignages forment un tableau cohérent, émouvant et surtout crédible. Monsieur Morel, vous avez montré un engagement sincère et une volonté profonde de protéger cet enfant. Je vais toutefois ordonner une nouvelle audience dans 2 semaines pour compléter l'examen du dossier. En attendant, Léo pourra rester sous votre garde provisoire. Pierre soupira, soulagé. Ce n'était pas encore la décision finale, mais c'était une avancée essentielle. À la sortie de la salle, il s'accroupit devant Léo, posa les mains sur ses épaules. « J'en ai encore un petit chemin à faire, mais tu ne seras plus jamais seul pour le parcourir. » Léo lui sourit, un vrai sourire, timide mais lumineux. Dans les jours qui suivirent, Pierre et Léo s'installèrent dans une nouvelle routine. Le garçon commençait à parler davantage, à poser des questions sur la forêt, les animaux, les bruits qu'il entendait la nuit. Pierre lui montrait les plantes médicinales, les traces d'animaux dans la boue, les nids d'oiseaux dans les arbres. Ils partagèrent des repas simples, des histoires au coin du feu, des silences aussi, mais des silences habités. Un soir, alors qu'ils nettoyaient ensemble le grenier, Pierre trouva une vieille boîte à musique ayant appartenu à Héloïse. Lorsqu'il l'ouvrit, une douce mélodie s'en échappa, enveloppant la pièce d'une nostalgie douce. Léo s'arrêta, les yeux brillants. « Elle me la chantait, murmura-t-il. » Pierre se figea. « Quand ça ?»« Dans mes rêves. » Mais c'était elle. Ce n'était pas la première fois que Léo évoquait des souvenirs oniriques liés à Héloïse, et chaque fois, il semblait plus net, plus précis. Comme si quelque chose, au fond de lui, remontait lentement à la surface. Pierre ne savait pas s'il s'agissait d'une mémoire réelle ou d'un héritage affectif transmis dans le secret. Mais peu importait. L'important, c'était qu'Héloïse restait vivante dans leur lien. 2 semaines plus tard, à la date de la nouvelle audience, ils retournèrent au tribunal. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu les attendait. Un homme debout à l'entrée du bâtiment, tenant un petit enregistreur dans la main. Il s'appelait Olivier. « Je pense que vous devez entendre ceci, » dit-il à Pierre, et il appuya sur le bouton. Une voix douce, familière, un peu tremblante, s'éleva dans l'air froid du matin. « Si un jour mon frère entend ceci, qu'il sache que je ne l'ai jamais oublié, que je l'aimais, même quand le silence m'a emporté, et que mon fils, mon Léo, est ce que j'ai de plus précieux. Je veux qu'il vive, qu'il aime, qu'il sache d'où il vient. » Pierre sentit les larmes lui monter aux yeux. Léo s'approcha de lui, posa sa main sur la sienne. « C'est maman, » dit-il, et pour la première fois, Pierre sut que leur passé n'était plus une blessure, mais une fondation. Le matin où devait se tenir l'audience finale pour la garde de Léo, une tension inhabituelle planait dans l'air. Pierre avait passé la nuit à relire les derniers documents, à préparer ses réponses, à revivre les étapes du chemin parcouru. Léo, de son côté, était plus calme que jamais. Il se préparait avec une étrange maturité, comme s'il comprenait l'importance de ce qui allait se jouer. Lorsqu'ils arrivèrent au tribunal, tout semblait prêt. La juge Verrier, les représentants des services sociaux, l'avocat de Pierre. Mais avant que l'audience ne commence, un fonctionnaire s'approcha de la juge et lui glissa quelques mots à l'oreille. Elle fronça les sourcils, hocha la tête, puis se tourna vers la salle. Il semble qu'un nouveau témoin souhaite s'exprimer. Monsieur Olivier Meunier. Il prétend avoir connu Héloïse Morel. J'autorise son audition avant de rendre ma décision. Pierre se raidit. Ce nom lui était inconnu. Il échangea un regard inquiet avec Léo. Quelques instants plus tard, un homme entra dans la salle. Une 50aine d'années, allure discrète, visage marqué par la fatigue ou les souvenirs. Il s'approcha du micro avec lenteur. « Madame la juge, commença-t-il, je m'appelle Olivier Meunier. Il y a 25 ans, j'étais éducateur, dans un foyer d'accueil discret, destiné aux jeunes femmes envoyées par leur famille après des grossesses non désirées. Héloïse Morel y a vécu pendant près de 6 mois. La salle se figea. Elle ne parlait presque jamais de sa famille, mais elle écrivait beaucoup. Elle laissait des cassettes audio, des lettres, des poèmes. Et un jour,
elle m'a confié une bande, avec l'instruction que si jamais son fils était retrouvé, il fallait la remettre à quelqu'un de sa famille. Il sortit un petit lecteur enregistreur qu'il plaça sur la table de la cour. J'ai gardé cette cassette pendant 25 ans, et il y a quelques jours j'ai vu une photo dans le journal, une photo de cet homme, Pierre Morel, et d'un enfant retrouvé dans les bois. J'ai su que le moment était venu. La juge fit un signe. Le greffier activa le lecteur. Une voix s'éleva, tremblante mais claire, vivante malgré le poids des années. Pierre, si tu entends ceci, c'est que je ne suis plus là, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai été envoyé loin, coupé de tout, comme un fardeau, mais Léo est né de l'amour, de l'espoir. Je n'ai pas pu rester, je n'ai pas eu le choix. Mais lui, il est ta famille. Je te le confie, même par-delà le silence. Protège-le et souviens-toi de moi, non pas comme celle qui est partie, mais comme celle qui a aimé. Un silence absolu s'installa. Léo, assis à côté de Pierre, pleurait en silence, les yeux fermés, comme pour mieux entendre la voix de sa mère. Pierre, les poings serrés sur ses genoux, retenait ses larmes, bouleversé par cette présence inattendue, cette voix revenue du passé pour achever ce que le destin n'avait pas pu accomplir. La juge prit la parole après un long moment. Il n'y a à mes yeux plus de doute. Les liens familiaux, affectifs et les preuves documentaires sont irréfutables. Monsieur Morel, le tribunal vous accorde officiellement la garde pleine et entière de Léo Marchand, fils biologique de votre sœur Héloïse Morel. Cette décision prend effet immédiatement. Un murmure parcourut la salle. Pierre ferma les yeux, soupira puis se tourna vers Léo. Le garçon le regardait avec une intensité silencieuse. Puis, sans un mot, il se jeta dans ses bras. Ce fut la première étreinte, franche, totale, comme une promesse renouvelée. À la sortie du tribunal, Olivier les attendait. Il tendit une enveloppe à Pierre. « Ce sont les dernières affaires d'Héloïse. Elles vous reviennent. Et merci de l'avoir ramenée parmi nous. Même par l'amour. » Pierre hocha la tête, incapable de répondre. Ce jour-là, il ne retrouva pas seulement un enfant. Il retrouva une sœur, un passé réconcilié et un avenir à construire. Les semaines qui suivirent la décision du tribunal furent à la fois douces et délicates. Pierre, désormais officiellement tuteur de Léo, réorganisa sa vie autour du garçon. Il réapprit à vivre à deux, à planifier les repas, à gérer les trajets jusqu'à l'école, à remplir des formulaires administratifs. Mais au-delà de la logistique, c'était une autre transformation plus profonde qui s'opérait dans la cabane des Alpes. La forêt, longtemps perçue comme un sanctuaire de solitude, devenait peu à peu un lieu d'initiation, de partage. Pierre commença à emmener Léo dans ses promenades. Pas pour chasser, pas encore, mais pour lui apprendre les sentiers, les arbres, les traces dans la neige, les odeurs du vent. Il lui montra comment reconnaître un renard par ses empreintes, comment écouter les oiseaux pour deviner le temps qu'il ferait. Léo absorbait tout. Il posait 1000 questions, notait des choses dans un carnet qu'on lui avait offert, dessinait ce qu'il voyait. Il n'était plus ce garçon mutique et effrayé. Son regard s'était allumé. Il riait parfois, posait, sa main sur le bras de Pierre, l'appelait tonton, sans hésitation. Un après-midi, Pierre décida de franchir une étape importante. Il entra dans la chambre d'Héloïse avec Léo. L'enfant n'y était encore jamais allé. Pierre avait tout nettoyé, repeint, réaménagé. Les meubles étaient restés les mêmes, mais il y avait désormais un lit plus petit, une étagère remplie de livres, des jouets discrets. Le portrait d'Héloïse, encadré au mur, semblait veiller silencieusement sur la pièce. « C'était sa chambre, dit Pierre. » Léo s'approcha du portrait, le contempla longuement. « Elle est belle. » Pierre sourit, ému. « Elle t'aimait plus que tout. » Léo posa sa main sur la photo. « Elle est encore là, je le sens. » Ce soir-là, ils installèrent ensemble les dernières affaires du garçon. Son sac à dos, ses carnets, les dessins qu'il avait faits. Il choisit un tiroir pour y ranger le collier comme un trésor. Il ne le portait plus tous les jours, mais le gardait toujours près de lui. Pierre, de son côté, passait en plus de temps à lire les lettres d'Héloïse, à écouter l'enregistrement laissé par Olivier. Il s'était mis à lui répondre à voix haute, comme si elle pouvait encore l'entendre. « Tu vois, Héloïse, je fais de mon mieux. Il va bien. Tu serais fière de lui. » Ils commencèrent aussi à accueillir les autres. Marianne vint leur rendre visite, apportant des tartes et des souvenirs.
La directrice de l'école, Madame Garnier, passa un dimanche pour leur proposer des livres. La cabane, autrefois fermée au monde, s'ouvrait enfin. Elle respirait. Un jour, en marchant près d'un ruisseau, Léo s'arrêta net. « Tonton ? Oui ? Tu crois qu'on peut reparler d'elle ? De maman ?» Pierre s'agenouilla à sa hauteur. « Autant que tu veux. Tu peux me demander tout ce que tu veux, je te raconterai tout. Comment elle était, ce qu'elle aimait, ce qu'elle détestait. Tu as le droit de tout savoir. » Léo hocha la tête. « Je veux connaître son rire. » Pierre sourit. Il était cristallin, comme une cloche. Elle riait toujours les yeux fermés, la tête en arrière. Et elle avait cette façon de poser la main sur ton bras comme pour te dire « Je suis là ». Léo écoutait, fasciné. Ce moment marqua un tournant. À partir de là, ils intégrèrent Héloïse à leur quotidien, non plus comme une douleur, mais comme une présence bienveillante. Ils parlèrent d'elle comme d'une étoile absente mais visible, un guide. Pierre continua aussi à apprendre de Léo. Il découvrit l'immensité d'un monde intérieur qu'il ne soupçonnait pas. L'enfant écrivait, dessinait, rêvait. Il parlait parfois de ses souvenirs flous dans la forêt, de voix douces, de lumières étranges. Pierre ne cherchait plus à rationaliser. Il accueillait. Un soir, alors que la neige commençait à tomber à nouveau sur les hauteurs, Léo se blottit contre lui, devant le feu. « Tu crois que maman serait fière de nous ?» Pierre le serra contre lui. « Elle l'est, j'en suis certain. » Et dans le craquement du bois, dans la chaleur de cette maison redevenue vivante, on aurait presque cru entendre un murmure. Léger, comme un souffle, l'hiver touchait à sa fin. La neige fondait lentement, libérant le sol de la forêt comme si elle rendait visible une nouvelle page, prête à être écrite. Dans la cabane, la routine s'était installée avec douceur. Pierre et Léo vivaient désormais comme une famille tissée dans la douleur, oui, mais renforcée par l'amour. Ils partageaient les silences, les rires, les histoires et les souvenirs. Mais Pierre savait qu'un dernier chapitre restait à vivre. Un geste, une parole, un lieu. La promesse. Un matin, il appela Léo près de lui. Le garçon, en train de dessiner un cerf sur la table de la cuisine, leva les yeux, curieux. « Tu te souviens quand je t'ai dit qu'il y avait un endroit spécial où j'allais avec ta mère quand nous étions enfants ?» Léo hocha la tête. On l'appelait le Belvédère. C'était notre endroit secret. Un coin de falaise d'où on voyait toute la vallée. C'est là qu'on se racontait, nos rêves, nos peurs. Et c'est là que je veux t'emmener. Ils préparèrent un sac léger, enfilèrent leurs manteaux et quittèrent la cabane à pied. Le sentier serpentait à travers les arbres, encore mouillés par la fonte des neiges. L'air était vif, mais le soleil filtrait entre les branches, réchauffant leur marche. Aucun mot ne fut échangé pendant l'ascension. Ils savaient tous les deux que ce moment était sacré. Arrivés au sommet, Pierre désigna une grande pierre plate au bord de la falaise. Ils s'y assirent côte à côte. La vallée s'étendait sous eux, immense, paisible, comme un monde endormi sous une couverture de brume. Pierre sortit alors une enveloppe de son manteau. Elle était un peu froissée, jaunie par le temps. Il la tendit à Léo. « C'est une lettre. De ta mère. Elle me l'a laissée il y a très longtemps. Je devais te la donner quand tu serais prêt. » Léo prit l'enveloppe sans un mot. Il l'ouvrit doucement. Le papier tremblait entre ses doigts, mais il continua. Il lut en silence, les yeux parcourant chaque ligne avec une lenteur presque solennelle. Puis il s'arrêta. Une larme glissa le long de sa joue, puis une autre. Pierre ne dit rien. Il attendit. Quand Léo releva enfin la tête, ses yeux étaient rougis mais clairs. Il serra la lettre contre lui et s'approcha de Pierre. Il se blottit dans ses bras. « Elle m'aimait vraiment, » dit-il simplement. « Plus que tout, » répondit Pierre, « et elle voulait que tu sois libre, que tu sois heureux, que tu vives. » Ils restèrent là longtemps à regarder le monde depuis leur promontoire. Le silence n'était plus vide. Il était rempli de mémoire, de présence, de paix. Dans le vent, Pierre crut entendre un écho. Une voix douce, celle d'Héloïse. Peut-être était-ce le vent, peut-être pas. Avant de redescendre, Pierre grava au couteau sur un tronc d'arbre proche les initiales qu'il connaissait par cœur, EM, pour toujours. De retour à la cabane, la vie continua. Mais elle avait changé de visage. Léo allait à l'école, faisait ses devoirs, construisait une cabane dans les arbres. Pierre reprit la chasse, mais plus légèrement. Il consacrait plus de temps à leur foyer, à écrire, à classer les souvenirs. Un jour, Léo demanda « Tu crois que je pourrais écrire son histoire pour qu'on n'oublie jamais ?» Pierre
Souris, tu n'as pas besoin de permission pour ça. Elle serait fière de toi. Alors Léo écrivit. Il raconta sa forêt, sa peur, le silence, la voix de sa mère. Il raconta Pierre, le collier, le tribunal, le belvédère. Et à la fin de son petit cahier, il traça une phrase qu'il montra fièrement à son oncle. « Je ne suis plus perdu. J'ai trouvé ma famille. Et je ne serai plus jamais seul. » La caméra de la mémoire s'éloigne doucement. Elle survole la forêt, le toit de la cabane, les sentiers, les arbres. Elle remonte jusqu'au belvédère, où brillent encore, gravées dans l'écorce, les lettres éternelles. Et tout redevient calme, comme au début, mais différent, réparé.